Bienvenue sur le podcast Limerté. Je suis Clémentine, doula des familles spécialisée dans le sommeil de l'enfant. Dans mon quotidien, j'accompagne les parents à vivre une parentalité sans tabou. La limerté, c'est la liberté d'être mère comme on l'entend, parfois un peu bancale, en équilibre entre ce qu'on voudrait faire, ce qu'on peut faire et ce qu'on fait vraiment. Entre ce que dit la théorie, ce que suggère l'entourage et ce qui nous correspond profondément. Vous allez donc entendre des histoires de mères du quotidien qui partagent la vraie vie, de joie, de galère, de questionnement. Plongez avec moi dans ces histoires de limerté, des histoires un peu ordinaires de femmes extra qui sont mères du mieux qu'elles peuvent. Bienvenue dans le 4e épisode de Liberté, c'est le dernier de ce mois d'avril. Il y en aura peut-être d'autres plus tard. Aujourd'hui, je reçois un papa qui ne donnera pas son prénom. Voilà, je suis très contente qu'il vienne témoigner aujourd'hui pour un sujet qu'on n'a pas du tout abordé encore dans ce podcast. Il va pouvoir nous en dire un peu plus. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, alors je vais me présenter. Donc, je suis papa depuis la fin de l'année 2024. En tout cas, c'est sous cette identité que je viens témoigner aujourd'hui. Je suis en couple, marié avec mon mari depuis bientôt 4 ans. Donc, on est une famille homoparentale, comme on dit. On vit en région parisienne. Et si je ne souhaite pas donner notre identité aujourd'hui, c'est aussi, d'une certaine façon, on y reviendra certainement pour protéger notre famille, puisque il y a encore quelques petits sujets sur les familles homoparentales dans la société française, malheureusement. Ouais, léger sujet. On va y revenir. Est-ce que tu as toujours su que tu voulais être père un jour? Oui, alors en fait, pour moi, ça a été quelque chose d'assez à la fois, on va dire, douloureux d'une certaine façon, parce que je pense que mon envie d'être père, elle remonte à très très loin. J'ai eu des frères et sœurs qui sont plus jeunes que moi, dont je me suis beaucoup occupé quand j'étais petit. Donc ça a joué un rôle aussi, je pense, sur mon attention pour les enfants, en tout cas mon envie aussi d'élever, d'éduquer des enfants. Et je pense que ça a d'ailleurs été effectivement quelque chose qui a peut-être retardé ou en tout cas qui a, qui a influencé le fait que je ne voulais pas accepter mon homosexualité. Puisque en fait, à l'époque, en tout cas il y a quelques années, c'était il y a pas si longtemps que ça, être homosexuel, ça voulait dire bah, potentiellement, en tout cas, moi je pensais, ça voulait dire ne pas pouvoir avoir d'enfants, ne pas pouvoir fonder de famille. Et donc, et donc voilà, en fait, enfin, je fais déjà un lien entre les deux, mais en tout cas, moi, j'ai toujours eu envie d'avoir des enfants. Et donc, je suis immensément heureux aujourd'hui bah, de voir que ce rêve qui remonte à très loin a pu être réalisé. Hmm. Est-ce que tu peux nous raconter, avec le détail que tu souhaites, comment on devient papa quand on est dans un couple homoparental en France aujourd'hui? Ouais, c'est une très bonne question parce qu'effectivement, bah, quand on se marie, puisqu'on a le droit de se marier depuis 2013, grâce à la loi Taubira, et donc quand on se marie, on nous donne un livret de famille à la mairie. Et avec mon mari, on s'est souvent dit, ah bah c'est super quoi, on me donne un livret de famille, génial, mais maintenant, bah enfin, que fait l'État pour pouvoir remplir ces livrets de famille? Pour nous aider en tout cas. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, bah, pour les couples de femmes, ça reste compliqué, mais il y a une possibilité qui est reconnue par la loi grâce à la PMA, donc qui a été aussi légalisée il y a quelques années par le président Macron. Et donc, grâce à ça, les couples de lesbiennes peuvent avoir des enfants. Alors, ça reste un parcours aussi assez compliqué, hein, et puis souvent, il y a encore des inégalités avec les couples hétérosexuels. Pour ce qui concerne les couples gays, c'est beaucoup plus compliqué. Bah, pour une raison biologique qui est assez simple, premièrement. On pourrait penser assez facilement se dire bah, l'adoption, super, l'adoption, allons-y, lançons-nous dans un parcours d'adoption. Il faut savoir que bah, c'est un parcours qui est très compliqué. Il y a des papas qui l'ont fait, hein, qui ont eu des enfants grâce à l'adoption, et c'est une très belle aventure. Mais c'est vrai que ça peut durer 10 ans, donc ou ça peut même durer et ne pas se concrétiser. Donc c'est des épreuves aussi pour le couple, pour la famille, et pour nous c'est une option qu'on a mis assez vite de côté
parce qu'on savait aussi que bah, il y a des discriminations en la matière et les couples homosexuels sont en général pas ceux qui sont prioritaires, ou en tout cas ils sont pas considérés de manière égalitaire avec d'autres couples, même avec les mêmes ressources familiales, financières, les mêmes conditions d'accueil. Souvent les familles homosexuelles sont malheureusement défavorisées en la matière. Il y avait aussi une deuxième option qui est celle de ce qu'on appelle la coparentalité. Donc là, le principe, c'est que bah, il y a un homme et une femme, ou un couple d'hommes, un couple de femmes, qui se rencontrent, qui n'ont pas de relation amoureuse, mais qui décident d'avoir un enfant ensemble. Par divers moyens. Et ensuite, bah, le principe, c'est que du coup, cet enfant, il est élevé soit par ces deux familles, soit par ces deux personnes, en fonction de leur situation. Pour nous, c'était aussi une option on connaît des amis qui sont passés par cette option-là, et on se voyait pas forcément vivre dans ce contexte familial, parce que ça implique de vivre avec une deuxième famille très très en lien. Déjà dans un couple, il faut faire des concessions, il faut se mettre d'accord sur là où on veut vivre, sur ce qu'on veut, sur la manière dont on veut vivre. Et donc, effectivement, pour nous, c'était quand même un parcours qui était aussi assez complexe. Et puis la troisième option, c'est ce qu'on appelle la GPA en abrégé, donc la gestation pour autrui. Et là-dessus, du coup, bah, c'est vers cette option que nous, on s'est tourné. Alors, comment ça se passe? Je vais essayer de faire court, et peut-être le mieux, c'est de vous donner d'abord une référence d'un bouquin qui est paru très récemment, qui s'appelle Marie, récit d'une GPA, de Théa Roseman et Marie Jaffredo, qui est une BD et qui raconte très très bien le parcours d'une GPA. Donc, si vous voulez aller voir vraiment concrètement comment ça se passe, toutes les étapes, le plus simple, c'est de lire ça. Donc, vous pouvez aussi lire Qu'est-ce qu'elle a ma famille de Marc-Olivier Fogiel. On peut ne pas aimer le personnage Marc-Olivier Fogiel, néanmoins, ce bouquin est vraiment très bien, et nous, il nous a beaucoup ouvert. Donc, je dirais que la première chose qu'on fait quand on se lance dans ce genre de projet, c'est d'abord se renseigner, lever beaucoup de doutes, enfin, soulever beaucoup de questions. Parce qu'effectivement, pour moi, comme pour mon mari, ça posait beaucoup de questions. Comment sont traitées les femmes dans ce genre de process? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut considérer aussi comme respectant le droit des femmes? Enfin, tout le discours de la société sur ah là là, ils vont acheter un bébé dans un supermarché, parce que c'est malheureusement ce qu'on lit dans beaucoup de journaux. La question de qu'est-ce qu'on lègue à l'enfant avec cette histoire? Comment est-ce qu'on peut raconter cette histoire à un enfant? Est-ce qu'on peut raconter cette histoire à un enfant? Et donc, avant même de pouvoir concevoir ce projet, être à l'aise avec l'idée de qu'est-ce que je vais raconter à mon enfant, est-ce que je vais pouvoir être à l'aise avec cette histoire aussi? Ça, pour nous, c'était des questions très importantes. Et bah, une des premières choses qui est très émouvante quand on se lance dans ce parcours-là, on a de la chance parce qu'on n'est pas les premiers, et donc c'est de constater qu'il y a une vraie communauté d'entraide, une communauté dans le bon sens du terme, d'entraide entre papas, en l'occurrence, papas qui ont eu des enfants ou qui sont en cours de process, si je puis dire. Process, c'est pas un très beau mot, mais malheureusement, c'est un terme américain, et ça reste un long processus, donc finalement, c'est pas forcément si idiot comme terme. Et donc voilà, il y a cette vraie communauté qui existe, et dans laquelle nous, on est allé puiser beaucoup de ressources. On a beaucoup échangé avec des couples qui ont eu des enfants en GPA, et ça nous a permis à nous de savoir un peu quelles étaient nos limites, quelles étaient les choses qu'on voulait absolument, les choses qu'on voulait absolument pas. Et puis bah, ça nous a beaucoup aidé aussi pour comprendre toutes les différentes étapes. Donc après, à se renseigner. La deuxième étape, bah, c'est de décider dans quel pays on va aller, puisqu'il y a plusieurs pays où c'est possible. Pour nous, ça a été assez clair assez vite que ce serait les États-Unis pour plusieurs raisons. D'abord parce que bah, on parle plutôt bien anglais. Ensuite parce que et ça c'est la raison principale, c'est un des pays où on pratique ce qu'on appelle la GPA la plus éthique possible. Je crois que le mieux, on pourrait dire, c'est le Canada, mais les États-Unis sont assez équivalents. Et par ailleurs, c'est un pays où ça existe depuis assez longtemps, donc où on a un peu de recul, où les différents acteurs qui interviennent sur la GPA ont un peu d'expérience, et donc bah, on a aussi tiré les leçons de certains éléments, et c'est cadré de la meilleure manière qui soit, en tout cas à nos yeux. Donc on s'est tourné vers les États-Unis. Et donc ensuite, bah, il y a un process, un parcours, on va dire, plutôt parcours, c'est peut-être le meilleur terme,
qui se passe en plusieurs étapes. D'abord, il faut identifier une clinique où dans cette clinique, on va se rendre là-bas. Donc, on est allé aux États-Unis déjà en 2022. Donc, tout ça, ça a commencé en 2021. On est en 2024. Donc, peut-être pour tordre le cou à une idée reçue, l'idée que ce serait acheter un enfant dans un supermarché, bah en fait non. C'est un projet qui se mature et ça fait donc nous ça faisait enfin c'est un projet qui a duré 3 ans avant de pouvoir aboutir. Oui, et puis il y a eu de la réflexion avant. Et il y a eu de la réflexion avant exactement. Donc en fait c'est vraiment quelque chose qui va au long cours. Donc on trouve une clinique. Dans cette clinique, on est mis en relation aussi ensuite avec une donneuse d'ovocytes qui peut être anonyme ou non. Dans notre cas, elle est anonyme. C'est vrai que c'est une des questions aussi qu'il faut se poser aussi en tant que couple et pour la famille. Euh, donc ensuite, il y a des embryons qui sont fabriqués. Et la deuxième étape, c'est d'être matché avec une femme porteuse. Donc je dis femme porteuse et pas mère porteuse, c'est un choix délibéré de ma part. Les mots sont importants, même si évidemment, enfin pas de, voilà, enfin, on fait pas de procès aux personnes qui utiliseraient ce terme, et c'est le terme qu'on utilise dans le langage courant, hein, mère porteuse, donc ça n'est pas étonnant. Mais pour nous, c'est important aussi de distinguer les choses, et c'est important de le distinguer pas tant pour nous que aussi pour elle. Donc, la femme qui a porté notre enfant, on l'a rencontrée en décembre 2023. Et ça a été un moment très émouvant pour nous. On n'a fait qu'une seule rencontre et ça a été la bonne, parce que parfois ça peut durer plus longtemps, si ça marche pas bien, si on n'a pas le feeling, si ça passe pas pour l'un ou pour l'autre, ça peut amener à différentes rencontres jusqu'à ce que on trouve la bonne personne, le bon match. C'est pas pareil, c'est un terme un peu américain, mais en tout cas, ce qui est important à retenir là-dessus, c'est que c'est elle qui nous a choisis. En tout cas, c'est elle qui a choisi les parents qu'elle souhaitait rencontrer. Et ensuite, on s'est rencontrés en visio. Et, Mm. et c'est nous qui ensuite avons dit si, avec elle, si oui ou non on voulait continuer le parcours ensemble. Mais je pense que c'est important à noter aussi vraiment que c'est pas, on l'a pas sélectionné nous sur un catalogue en fonction de critères prédéfinis et nos vœux ont été exaucés. C'est vraiment une rencontre. Et ça, je pense que c'est très important parce que c'est pas une commande en fait, c'est vraiment une rencontre humaine entre des êtres humains et entre des familles. Ça, je pense que c'est aussi très important à noter. C'est que c'est pas juste la rencontre entre une femme et un couple d'hommes, c'est une rencontre entre deux familles. Nous, la femme qui a porté notre enfant, elle a 3 enfants, elle a un mari, toute une famille qui l'entoure, et on les a aussi rencontrés en fait, et ils ont aussi été embarqués dans cette aventure. Mm. C'est vraiment important de le souligner parce que si elle n'avait pas eu ce soutien-là, peut-être qu'elle ne l'aurait pas fait, ou en tout cas différemment. Et en tout cas, elle devait avoir ce soutien aussi pour pouvoir le faire. Et c'était très important pour nous. C'est quoi le terme anglais pour femme porteuse Alors, on dit surrogate mother, donc on dit quand même mother aussi, ou on dit juste surrogate. Euh, Ok. donc, ce qui veut dire, je crois que la traduction littérale, c'est qui fait office de ou quelque chose comme ça. Ah, ok. Ok. Après, effectivement, nous, on préfère l'appeler par son prénom ou dire la femme qui a porté notre enfant. Je trouve ça encore plus joli que la femme porteuse. Et puis, par ailleurs, en fait, nous, on utilise beaucoup son prénom, effectivement, et ça nous semble plus logique parce qu'en fait, c'est d'abord une personne et d'abord cette personne-là. Et Oui, c'est pas juste un utérus qui a. voilà, exactement. C'est ça qui est important aussi. Et d'ailleurs, aussi à souligner, dans la suite, on échange beaucoup avec cette famille, avec cette femme. Et en fait, on échange beaucoup de choses, évidemment. Alors, sur la grossesse, une fois que celle-ci a pu débuter. Dans notre cas, ça a été le cas assez rapidement. Et donc, on a été très chanceux parce que ça reste un processus aussi de procréation médicalement assistée, hein. Donc, il peut y avoir des échecs, il peut y avoir des problèmes. Il y a beaucoup de couples qui passent par différentes étapes et c'est pas forcément facile, comme un couple traditionnel qui aurait recours à une PMA ou comme un couple traditionnel qui aurait des problèmes pour avoir des enfants, par ailleurs, hein. Ça, c'est le lot de beaucoup de couples aujourd'hui. Mais effectivement, nous, on a eu beaucoup de chance, ça s'est fait très rapidement.
Et, euh, et donc ensuite, bah, on parle de beaucoup de choses, mais on parle pas forcément que de cette grossesse, en fait. On parle de nos familles, on parle de ce qu'on fait le week-end, on parle de ce qu'on fait la semaine, on s'envoie beaucoup de photos, on s'envoie beaucoup d'informations sur nos vies respectives. Et puis, bah, elle, sa vie continue. Elle a des enfants, elle a une famille, donc il n'y a pas que cette grossesse dans sa vie, il y a beaucoup d'autres choses et elle a un travail. Enfin, voilà. Donc, ça, je pense que c'est aussi important à souligner, quoi. C'est voilà, c'est une rencontre de famille et de familles qui continuent aussi leur vie. Qu'est-ce qui a été pour toi tu vois, quand tu penses à tout ce parcours, c'est quoi la première image qui te vient? Premier souvenir? Bah, je dirais qu'il y en a deux. Enfin, en tout cas, ouais, il y en a deux. Enfin, il y en a beaucoup, en fait, hein, quand on y repense. Oui, j'imagine. La première, je dirais que c'est notre rencontre avec la femme qui a porté notre enfant. Et c'était un moment très émouvant pour tout le monde. On fantasme beaucoup dessus en se disant combien de temps ça va durer, est-ce que ça va matcher tout de suite, est-ce que le courant va bien passer, quelles questions on va se poser. Et puis en fait, voilà, bon, c'est une émotion au long cours parce que cette relation, elle démarre euh, et elle s'approfondit énormément dans les mois qu'on suivit, mais quand même ce moment a été un moment assez fort. Et puis je dirais le deuxième moment qu'on retient vraiment avec mon mari, c'est le premier battement de cœur. Alors on le vit à distance, hein. On est en visio. Ce qui est très chouette, c'est que nous, elle a pu vraiment nous faire suivre les examens médicaux en visio. Et puis bah, les médecins, sages-femmes, etc. Sur place ont été aussi très à l'écoute et ont vraiment adapté leur process médical à notre présence même à distance. Et donc, bah, on était connectés en visioconférence et on a entendu le cœur de notre enfant battre pour la première fois. Et ça, je pense que ça nous a beaucoup marqué. Longtemps après, avec mon mari, on se refaisait les bruits de ce battement de cœur avant de se coucher voilà. Ouais. Dans un couple hétérosexuel qui a un parcours classique, on va dire, souvent les pères se sentent pères plutôt au moment de la naissance de l'enfant, alors qu'en plus ils ont sous les yeux leur compagne avec ce ventre qui grandit. Vous l'aviez d'une certaine manière, mais pas tous les jours sous les yeux de manière spontanée, on va dire. À quel moment, toi, tu t'es senti père? Alors, c'est une très bonne question et on a échangé aussi avec mon mari et on s'est dit que euh, c'était assez compliqué d'y répondre parce que c'est vrai qu'on a été très investi de manière mentale dans cette grossesse pendant tous les mois de la grossesse et même presque avant. On dit, la GPA, on nous appelle, nous, des parents d'intention. Je pense que c'est important de souligner ça parce qu'en fait, cette parentalité d'intention, ça peut être un terme qu'on peut juger comme négatif. En fait, nous, on le voit pas du tout comme étant négatif parce que cette intention, elle est très forte et elle est là depuis très longtemps, en fait. Donc, il y a déjà cette conscience, en tout cas, de ça. Mais par contre, je pense que, pour se parler franchement, le moment où on s'est vraiment senti père pour la première fois, c'est quand on était dans la voiture en rentrant de l'hôpital, parce qu'en fait, notre fille est née en avance, elle avait un mois d'avance, enfin, même un peu plus, 5 semaines et demie. Donc, elle a été en néonate pendant 17 jours. Et du coup, bah, c'est pas forcément facile de s'approprier sa paternité quand on est dans un service de néonat. Alors, on s'est senti papa très vite dès qu'on a eu notre fille dans nos bras aussi, mais je dirais que le moment vraiment décisif pour nous, ça a été quand on était dans la voiture avec le Maxi-Cosi derrière, donc aux États-Unis, et qu'on est rentré dans l'appartement qu'on avait loué en se disant, bon, bah, maintenant, il n'y a plus les infirmières, les médecins, tout le monitoring autour de notre enfant. Là, maintenant, c'est nous, quoi. Et c'est nous tout seuls. Donc, c'est vrai que je pense que ça a été un moment, enfin, quand on a mis le Maxi-Cosi dans la voiture, on a démarré, on s'est regardé, on s'est dit, bon, bah, gloops. Euh, Petit c'est moment de parti. flottement. Et on est allé, bon, en se disant, il faut faire super gaffe. Oh là là, on était avec la voiture. Pourtant, c'était une voiture 4x4 américain. Bon, c'est très mal hein, pour l'environnement, mais voilà. On a fait avec les moyens du bord, si je puis dire. Et pour le coup, voilà, on était, enfin, chaque petit chaos sur la route, on s'est dit, oh là là, faut surtout qu'on l'évite, quoi, parce qu'on peut pas infliger ça à notre fille. Et je pense que oui, ça a été assez important. Et pour autant, bah, le séjour en néonat s'est très bien passé. Et on a pu vraiment très vite prendre des responsabilités. On était présents tous les jours, évidemment. Et on faisait tout ce qu'on pouvait faire. Mais c'est vrai qu'on était accompagnés d'une certaine façon. Donc, ouais, Ouais. ce moment-là, de monter dans la voiture.
un peu cliché parce qu'aux États-Unis, tout le monde, en fait, une des étapes pour savoir si l'enfant peut sortir, c'est est-ce qu'il est en capacité de tenir pendant plus de 2 heures dans un maxi-cosy en voiture. Donc, on avait déjà passé le test du sidecar. Ouais. Euh, et voilà, donc effectivement, ça a été un moment assez fort pour nous, à la fois drôle et angoissant, si je puis dire. Ouais, mais je pense que pour le coup, je pense que c'est vraiment un truc que tous les parents vivent avec le premier enfant, quoi. J'ai le même souvenir que toi, tu vois, avec notre grande, quand on est rentré à la maison, on a posé le cosy dans le salon, elle dormait dans ce cosy, et là on s'est regardé en mode, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait ici dans cet appartement avec cet enfant? Je reviens sur ce que tu disais au tout début par rapport au fait que tu voulais être anonyme et les raisons pour lesquelles tu voulais être anonyme. Avant d'aller sur les sujets de société, quelle réaction vous avez eue dans votre entourage, que ce soit amis, famille ou pro, quand vous avez parlé de ce parcours et du fait que vous alliez, pardon, devenir père? Alors, en fait, plutôt des bonnes réactions en général. Enfin, on a eu beaucoup de chance, hein, parce que c'est pas le cas du tout de toutes les familles, hein, et de tous les couples, hein. Il y a des couples qui rompent avec leur famille, ou en tout cas qui ont des difficultés avec leur famille à ces occasions-là. Nous, on a fait le choix d'en parler assez tôt, déjà de dire dès notre mariage, en fait, d'envoyer quelques signaux en disant voilà, bah, notre mariage, c'est aussi l'idée qu'on veut fonder une famille. Et puis bah, on a commencé à en parler avec nos parents, en fait, tout d'abord. Et ça s'est plutôt bien passé. Et puis bah, en fait, assez rapidement avec nos amis tout autour. Et on a eu beaucoup de questions, et ça c'est normal. Et nous, on était aussi préparés. Je pense que c'est pour ça aussi que c'est important de vraiment bien se renseigner avant. En fait, c'est quelque chose. C'est un peu comme quand on accepte son homosexualité, on parle beaucoup de coming out, mais en fait, il y a d'abord ce qu'on appelle un coming in, c'est-à-dire comment est-ce que soi-même on accepte pour soi-même. Et ça, c'est la première étape. Et je pense que pour une GPA, en fait, c'est un peu la même chose. D'une certaine façon, il faut d'abord vraiment avoir fait le chemin pour soi-même avant d'être en capacité de pouvoir le partager avec les autres, même si ça permet aussi de renforcer en fait ce chemin-là, hein, d'en discuter avec d'autres personnes, d'avoir d'autres perspectives, de s'interroger. Moi, j'ai beaucoup apprécié en parler avec mes amis IES, aussi pour avoir leur perception des choses, savoir. Beaucoup nous ont dit, ah, ben, moi, je pourrais absolument pas faire ça. Enfin, voilà, donc on a entendu toutes ces choses-là, et ça a été assez important pour nous aussi pour être en capacité de bien construire ce parcours et puis d'écouter tout ça. Mais globalement, ça s'est bien passé. Et je dirais, bon, ça se passe encore mieux une fois que l'enfant est là, mais parce que finalement, derrière tous les préjugés qu'il peut y avoir, je pense que beaucoup de personnes se rendent compte que bah, c'est quand même beaucoup plus complexe qu'on ne peut le dire dans certains médias. Ça prend du temps, c'est un investissement très fort, c'est une rencontre entre des personnes, c'est une liberté pour beaucoup de gens. Alors c'est ça qui est très important aussi à souligner, hein, c'est que pour nous, c'était très important que tout le monde soit libre dans ce parcours, c'est-à-dire on n'impose rien à personne. Mais je pense que voilà, une fois que l'enfant est là, ça change aussi le regard et on se rend compte que finalement, bah, on pouvait avoir des préjugés. Il y a la société qui a beaucoup de préjugés aussi, et peut-être encore plus sur les couples d'hommes que sur les couples de femmes. C'est pas pour faire un classement, hein, ou une gradation, mais je pense qu'il y a encore une vraie difficulté de la société à voir de manière bienveillante un couple d'hommes qui veut avoir un enfant. Je pense que c'est lié à des choses très profondes et d'ailleurs qui sont beaucoup liées aussi aux inégalités hommes-femmes, au fait que malheureusement, on associe encore beaucoup, et à raison, enfin, je veux dire, c'est un fait, les hommes à des agressions sexuelles et à ce genre de choses, hein. Donc, je pense qu'il y a un vrai sujet sur cette vision des hommes dans la société et de leur capacité à élever des enfants. Et donc, bah, nous, on affronte forcément ce regard social aussi. Et donc, voilà, mais on l'a pas affronté dans notre famille. On va peut-être y revenir sur la société en général, mais on l'a pas affronté dans notre famille. Et on a eu beaucoup de chance là-dessus. On a eu beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges, parfois des échanges difficiles, avec des questions qui n'étaient pas forcément faciles pour nous aussi. Et puis beaucoup de questions à beaucoup d'étapes. Et c'est vrai, quand nous, on est lancé dans le process, on n'a pas forcément envie de se voir remettre en question alors que, bah, par exemple, la grossesse a déjà commencé. Enfin, voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a des moments où ça a été un peu plus dur que d'autres.
Mais en tout cas, en général, on a toujours pu être dans cette logique de dialogue et de discussion et d'échange. Et ça, je pense que c'est vraiment important. Mm, mm. On parlait de la société, des remarques stéréotypes qu'on pourrait avoir, enfin, qui circulent encore, comme dit, parce que la société est faite de sorte que un homme n'est pas fait pour s'occuper d'un enfant, si on le dit de manière très triviale, mais c'est comme ça encore aujourd'hui. Est-ce que vous avez déjà eu justement des remarques, que ce soit dans votre parcours avec des pros de santé, une fois revenu en France, hein, j'entends, avec des pros de santé ou même dans la rue, etc. Parce que ben on peut fermer les yeux si on veut, mais je pense que l'homophobie elle est quand même encore très 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 présente partout. Et donc, est-ce que tu as l'impression que ça, vous l'avez effectivement vécu depuis que vous êtes papa? Alors là aussi, je dois dire qu'on a eu de la chance parce qu'en vrai, on avait très peur. Enfin, très peur. Oui, par exemple, le premier rendez-vous avec la pédiatre, on a mis plusieurs jours. Alors déjà, c'est difficile de trouver un rendez-vous avec un pédiatre, mais on a mis plusieurs jours à aller scruter les avis sur les différents pédiatres qu'on pouvait avoir à proximité de chez nous pour être sûr de ne pas se prendre une porte, en fait, enfin, d'être aussi accueilli de la bonne façon. Parce que c'est vrai que on n'a pas envie d'être mal accueilli, surtout pas par du personnel médical. Aux États-Unis, c'était vraiment, enfin, on a eu zéro problème. Enfin, je sais pas si c'est ce qu'on peut appeler de la superficialité américaine où tout va bien dans le meilleur des mondes et on se pose pas forcément de questions profondes et donc voilà. Si c'est de la politesse, mais en tout cas, nous on a plutôt senti de la sincérité dans le fait que bah voilà, on était une famille, c'est tout quoi, une famille comme une autre et puis c'est très bien comme ça. Et donc ici, on a eu plutôt de la chance aussi. Bon, on est en région parisienne, c'est pas pour pareil pour dire que ça se passerait complètement autrement dans d'autres territoires, mais peut-être qu'il y a aussi davantage de familles arc-en-ciel, si on peut les appeler comme ça, et donc c'est davantage connu. C'est aussi souvent ça en fait, hein, les problèmes qu'on rencontre. C'est pas tant de la méchanceté que de la méconnaissance Ouais. du parcours, de ce que ça veut dire, des gens qui ont lu des choses effectivement de manière très résumée ou qui ont lu des choses sur les réseaux sociaux sans forcément avoir toute la complexité des choses qu'il y a derrière. Mais nous, on a eu beaucoup de chance. On a été accueillis par des personnels qui avaient été bien informés. Peut-être, ouais, enfin moi, ce qui me fait rire encore aujourd'hui, même si c'est plutôt, en fait, pas enfin, c'est plutôt négatif, hein, c'est de se dire, par exemple, je vais à l'état civil pour m'occuper de la carte d'identité de ma fille, et donc on me reçoit, je présente les papiers à l'accueil, et puis on me dit, ah mais c'est vous qui avez fait les papiers ou c'est madame? Et donc je dis bah non, enfin en fait voilà juste ça déjà, on se dit bon bah ok alors voilà, je suis à l'état civil de ma ville et l'accueil bon déjà est pas forcément hyper agréable parce qu'on se voit obligé de se dire bah non en fait désolé je suis pas c'est pas madame c'est monsieur et monsieur. Enfin, voilà bon, et puis moi ce qui m'a fait un peu tilt là-dedans, et ça c'est vrai que ça me fait tilt depuis que je suis papa, c'est le regard social sur les pères et le rôle qu'on attribue au père en fait. C'est pas le père qui va remplir le papier d'identité pour les papiers chiants là pour sa fille. À la limite, sa femme a dû lui dire bon écoute, j'ai fait les papiers, tu vas te coltiner le truc à la mairie, mais bon, c'est forcément pas lui qui a rempli les papiers quoi. Et donc c'est vrai que ça on l'affronte au quotidien. Alors, à vrai dire, je vais dire un truc, mais je pense que c'est encore vraiment une critique pour notre société en général. Euh, Quand je porte ma fille en porte-bébé dans la rue, euh, je reçois énormément de regards, alors curieux, mais surtout admiratifs et du genre, oh, trop mignon, un papa avec son bébé, oh, puis il est vraiment tout petit, oh, c'est vraiment trop mignon. Et je me disais, alors ça fait très plaisir hein, quand on est, enfin c'est très agréable, t'es dans la rue, les gens te regardent, ils sourient, bon c'est super. Mais en fait, je me disais, à plusieurs reprises, je me suis dit, mais en fait, je suis pas du tout sûr, alors, peut-être qu'il faudra me contredire là-dessus, hein, je suis pas du tout sûr que les regards soient les mêmes quand c'est une maman avec son bébé. Je pensais aussi à, par exemple, toutes les femmes d'origine africaine qui portent leurs enfants en portage, enfin c'est quand même un truc très commun. Ou enfin toutes les femmes en général qui portent leur enfant, je suis pas du tout sûr que le regard soit exactement le même. En tout cas, qui est ce même degré de oh trop mignon un papa avec son enfant. Enfin, il y a un truc beaucoup plus normal en fait dans le fait que ce soit une femme qui porte son enfant de cette façon-là que qu'un homme. Et donc ça dit quelque chose quand même de notre société, hein. Voilà, enfin c'est quelque chose à souligner là-dessus. Je pense que voilà, c'est en fait nous on reçoit beaucoup de, comment dire, presque trop de considération en mode ah vous êtes trop fort parce qu'en fait
Parce qu'en fait, on est deux hommes et on s'occupe d'un enfant. Mais comment vous faites? C'est pas dans vos gènes, pourquoi? C'est ça Et le. c'est exactement. Alors, moi, je recommande beaucoup la lecture de Baptiste Beaulieu, notamment son bouquin que j'ai là, Tous les silences ne font pas le même bruit. Ça, beaucoup d'hommes hétéros devraient le lire. Malheureusement, c'est pas eux qui le lisent. Et puis, il y a un autre bouquin que je recommande beaucoup qui s'appelle L'arnaque des nouveaux pères, qui est une BD aussi, qui est vraiment très chouette, fait par deux journalistes qui sont papas tous les deux dans un couple hétérosexuel, mais qui remettent beaucoup en question la place du père et surtout les récits qu'on fait de la nouvelle paternité où on n'est papa trop cool et on poste plein de trucs sur les réseaux sociaux. Mais en fait, on se pose pas forcément vraiment en profondeur les questions des inégalités. Et c'est vrai que pour nous, dans notre couple, la question de l'inégalité, et ça, moi, j'ai beaucoup apprécié ce livre de Baptiste Beaulieu parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses enfin, on ressent énormément de ce genre de situation. Quand il dit, en fait, nous, on a dû se débrouiller parce qu'il n'y avait pas de femme dans notre couple pour s'occuper de l'enfant. Alors, il le dit de manière très triviale, mais en fait, C'est vrai? euh, forme de vérité. Alors après, bon, donc effectivement, nous, on trouve une répartition des rôles qu'on avait déjà auparavant, hein. Enfin, je veux dire, on s'est déjà réparti les rôles dans la maison sur qui s'occupe de faire la vaisselle, de faire la lessive, de faire la cuisine, de faire les courses, de s'occuper du jardin, de tout ça. Ça, c'est des choses qui ont été calées entre nous depuis un certain temps. Donc, en fait, assez naturellement, ça s'est fait aussi pour ce qui concerne notre fille et en fait, de manière assez égalitaire. Mais je pense que effectivement, dans un couple comme le nôtre, c'est des choses qui sont forcément négociées, discutées, mises sur la table de manière claire. Alors, peut-être pas dans tous les couples homosexuels, hein, mais en tout cas, pour nous, c'est des choses automatiquement. On s'est dit, bon, voilà, qui va faire ça? Et puis, alors, attends, s'il fait ça, toi, est-ce que tu peux peut-être faire ça? Parce que ce sera quand même bien équilibré, etc., etc. Enfin, il y a vraiment cette logique aussi de se poser ces questions-là. Je pense aussi parce que peut-être on est deux mecs et que, il y a un peu ce truc enfin de la société qui nous dit il faut pas non plus se laisser marcher sur les pieds quoi. Donc en gros même au sein de ton groupe, tu te dis il faut quand même qu'on trouve une répartition équilibrée. Ouais. Et donc ça effectivement pour nous c'est plus évident qu'il faut se poser ces questions-là. Après, je ne nie pas que on vit dans une société où il y a encore beaucoup d'inégalités et la preuve en est que par exemple on a évidemment pour s'occuper de notre fille puisqu'on est tous les deux retournés au travail assez rapidement parce que par ailleurs on n'avait pas de congé on n'avait qu'un congé paternité d'un mois à chacun, ce qui est déjà une chance, mais on n'a pas pu forcément on n'a pas pu prendre plus pour différentes raisons. Mais en tout cas, on a du coup une nounou qui est une femme. Donc, on a aussi une femme qui s'occupe de notre fille la plupart du temps la semaine, hein. Donc ça, faut pas le nier. Voilà, on est aussi dans ce système-là et dans cette logique-là où il faut retourner au travail, où on a des postes à responsabilité, donc on ne peut pas non plus s'absenter trop longtemps parce que c'est encore plus mal vu quand on est un homme que quand on est une femme. Et ça aussi, je le souligne, c'est que on a de la chance parce qu'on a des employeurs qui sont plutôt tolérants. Et quand on doit partir, mon mari part à 17h30 pour aller chercher notre fille et relayer la nounou. Donc forcément, il y a des entreprises où le regard social est beaucoup plus négatif sur ce genre de pratique, alors qu'il l'est moins sur le fait qu'une femme s'absente pour aller chercher son enfant. Et ça, je pense que c'est un des éléments où il faut encore énormément qu'on progresse, parce qu'en fait, ça devrait juste être normal et on ne devrait pas se poser la question finalement y compris au moment d'une grossesse. Ah merde, j'ai pris une femme qui est en âge d'être enceinte, et forcément elle tombe enceinte, bon je vais devoir prendre un remplaçant, machin truc, tout ça. En fait, on devrait ne pas pouvoir se poser la question. Ouais. Ça devrait être un homme, une femme, peu importe. Il devrait pouvoir être en congé pendant assez longtemps pour s'occuper de l'enfant qui va naître. Et du coup, l'employeur ne se poserait pas la question est-ce que je prends plutôt une femme en âge d'avoir un enfant ou est-ce que je prends plutôt un mec qui du coup va pas me laisser tomber entre guillemets. Ouais, c'est clair. Et, Ouais, il y a encore du chemin à faire. Et d'ailleurs, tu vois, tu parlais de l'importance des mots au début avec mère porteuse et femme porteuse. Tu as utilisé le mot nounou et Baptiste Beaulieu utilise le terme de assistante paternelle, par exemple. oui, exactement. Et c'est Dans vrai. lequel je pense de assistante maternelle, mais ça n'aide pas que la mère, en fait. Donc, Exactement. J'aime beaucoup ce truc de Baptiste Beaulieu, effectivement, de dire ouais, mais en fait, nous, on est deux papas, donc c'est une assistante paternelle, effectivement. Mais c'est vrai que il y a beaucoup de choses comme ça, effectivement, où on s'aperçoit que la société a complètement
entériné, et même si ça évolue, le fait que c'est normal que ce soit une femme, par exemple, enfin, moi, un exemple très simple, c'est le sujet des congés, en l'occurrence après la naissance d'un enfant. Ça paraît normal à énormément de monde, encore beaucoup trop de personnes, sinon ça aurait déjà changé, hein, sans doute, que une femme ait 10 semaines de congé à l'issue, après la naissance de l'enfant, alors que un père a 4 semaines et encore, s'il les prend, c'est bien et on le félicite. Mais ça paraît tout à fait normal. Et d'ailleurs, ce qui est assez éloquent, c'est que quand on veut avoir une place en crèche, en général, c'est à partir de 2 mois et demi, ce qui correspond exactement à la fin du congé maternité. C'est fou, hein? Et nous, bah, on s'est évidemment posé la question parce que c'est dit, bah, attends, nous, on a 2 congés paternité d'un mois. On doit partir aux États-Unis pour accueillir notre fille pendant à peu près un mois, justement, le temps que les papiers soient faits, etc., pour pouvoir repartir. Ben, qu'est-ce qu'on va faire après en fait? Et ça nous a un peu sauté aux yeux en se disant mais attends, mais dans un couple hétéro, du coup, si le père décide de pas prendre de congé parental, hein, bien sûr, il y a aussi ce choix-là hein, qui est possible. Bah du coup, au bout d'un mois, il revient au boulot et puis c'est sa meuf qui s'en occupe, qui s'occupe de l'enfant, alors que elle vient d'accoucher en général, que elle est fatiguée et que bah, elle doit s'occuper d'un enfant, ce qui est très très fatigant aussi, surtout en bas âge à ce moment-là. Et donc en fait, on a complètement entériné que c'était normal que ce soit la femme qui s'occupe de l'enfant pendant 10 semaines tout en se remettant d'un accouchement, et que c'est normal que le mec retourne au boulot au bout de 4 semaines. Et encore une fois, c'est s'il a accepté de prendre son congé et on va le féliciter de l'avoir fait quand il le fait. Et donc nous, ça nous a sauté aux yeux, ça, en fait, parce que évidemment, on a été confrontés à cette situation en se disant, bah, et nous, comment on va faire? Donc, bah, nous, on a compté sur nos familles respectives, hein, sur des grands-mères, donc des femmes encore, beaucoup, et puis sur des amis qui sont venus aider, pas que des femmes, mais quand même globalement plutôt des femmes hein, qui sont venues nous aider. Et ça, c'est vrai que voilà, c'est encore quelque chose sur lequel je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire. Pour qu'on change de vision là-dessus et pour qu'on donne, bah, y compris d'ailleurs pour qu'on donne la chance aux pères de vraiment nouer cette relation avec leur enfant et puis bah, enfin, en fait, à long terme, c'est ça qui peut aussi permettre de réduire les inégalités entre les hommes et les femmes, hein, certainement. Bah oui, parce qu'effectivement, les habitudes et le lien, ils se créent dans les premiers mois. Donc, si au bout d'un mois, le père, déjà, il est plus là la journée pour tout, les soins, les siestes, les nourrir, etc., effectivement, le lien, il est rapidement distendu, hein. Et Mhm. plus égal. Et donc, forcément, au bout de quelques mois, les mères sont un peu plus rapides à changer les couches parce qu'elles le font 10 fois par jour pendant 2 mois et demi. Donc, Et oui, bah voilà. ouais. Je reviens sur ta paternité à toi. Est-ce qu'il y a des trucs que tu as dû un peu déconstruire en devenant père, tu vois, des idées que tu avais sur le père que tu serais, et puis finalement, pas du tout. Ou, tu vois, des choses que tu avais imaginées et qu'en fait, ça se passe pas vraiment comme c'était prévu. En fait, c'est marrant parce que je pense on a eu tellement de choses à faire avant la naissance Hmm. qu'on s'est assez peu posé de questions conceptuelles sur le rôle de père et sur notre. Enfin, on s'est évidemment parlé de notre vision de la paternité, etc. Mais en fait, je pense que la difficulté et la longueur de ce processus fait que on apprend à faire pas à pas et à prendre chaque étape après l'autre. Et à se mettre dans cet état d'esprit, c'est-à-dire, bah, ok, donc là, on est dans une phase où on est en recherche, machin, tout ça. Après, on est dans une phase, bah, c'est le début de la grossesse. Donc là, on se renseigne beaucoup sur tous les aspects médicaux, sur ce qui va se passer, sur tout ça. On prend beaucoup de nouvelles, évidemment. On regarde un peu si tout se passe bien et compagnie. Et puis, bah, en fait, voilà, on a pris vraiment step by step, quoi. Et je pense que pour nous, on s'était pas forcément fait de grandes idées sur qu'est-ce qu'on allait faire une fois qu'on serait père. On s'est surtout adapté. Puis par ailleurs, elle est aussi arrivée avec 5 semaines d'avance. Donc peut-être que dans les 5 semaines avant sa naissance, on aurait finalisé des choses, discuté de certains trucs. Et en fait, bah voilà, on a juste été projeté encore plus rapidement. Je pense que tout le monde est projeté de toute façon, d'une certaine façon, dans sa maternité, dans sa paternité. Mais là, en l'occurrence, nous, on n'a pas eu le temps de se poser beaucoup de questions. Donc finalement, Hmm. pas beaucoup de choses que, sans doute, peut-être un peu plus tard, il y a des choses qui vont aussi se déconstruire, ou en tout cas, il va y avoir un certain nombre de réflexions, et puis même voilà, de réflexions à avoir sur ce qu'on veut transmettre à notre fille en tant qu'homme, et sur la manière de l'élever, de l'éduquer sur certaines questions, où
où effectivement, bah, nous, on est très sensibles, et je pense encore plus maintenant, en étant père d'une petite fille, aux questions liées au féminisme et aux inégalités femmes-hommes. Mais, euh, mais voilà, on se pose forcément la question de ce qu'on transmet aussi nous en tant qu'hommes. Et je pense que ça, c'est des choses sur lesquelles ça va nous travailler pendant un certain temps, et pas que maintenant, Ouais, quoi. c'est clair. Qu'est-ce que tu aimerais qu'elle retienne si ta fille elle écoute cet épisode plus tard? Qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Je vais choisir une solution de facilité parce que j'ai sous les yeux le livre de Baptiste Beaulieu et j'aime beaucoup sa phrase justement où il parle du fait de vivre dans un monde qui va très vite et qui considère plus les autres. Et il dit c'est important dans un monde qui va trop vite, on considère trop peu, ne laisse personne en dehors du champ de ton humanité, mais ne te laisse pas marcher dessus non plus. Et je trouve ça assez beau et je pense qu'il plus est parce que là en l'occurrence il parle à sa filleule. Euh, je trouve ça assez fort de se dire, bah voilà, on a besoin de beaucoup d'humanité dans notre monde, hein, et on ne sait pas trop comment il va évoluer dans les prochaines années, mais je pense que il faut, euh, il faut garder espoir, et que les enfants sont de l'espoir en tant que tels aussi. Non pas qu'il faille leur mettre tout sur les épaules, hein, pas du tout, mais en tout cas que voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent faire éclore, et ça, je pense que c'est vraiment important de garder cet espoir-là et de le cultiver. Et puis bah aussi de se dire que bah en fait malheureusement il faut aussi être fort, c'est-à-dire qu'il faut aussi ne pas se laisser marcher sur les pieds et répondre aussi quand il faut répondre, et s'affirmer dès qu'il faut s'affirmer. Et ça, je pense que qui plus est dans une famille comme la nôtre, c'est quelque chose qui est important, et nous on le fera en tout cas. Ça, c'est peut-être quelque chose qu'on veut dire à notre fille, c'est que nous on répondra toujours quand il faudra répondre pour affirmer notre famille, pour affirmer le droit de notre famille et à notre fille d'exister dans cette famille. Et on lui donnera toutes les armes qu'il faut, le maximum qu'il faut en tout cas pour pouvoir grandir dans cette société. J'ai une dernière question pour toi. Quand est-ce que tu as été fier de toi pour la dernière fois et pourquoi? Ah, Et forcément lié à ton rôle de père. bah, c'est marrant parce que du coup j'ai forcément pensé à mon rôle de père et je me suis dit c'est la première fois que j'ai pris le train tout seul avec ma. Ah! Ah ouais, bravo! Bon, c'est pas très original parce que je pense qu'il y a beaucoup de parents qui sont fiers d'eux une fois qu'ils sont pris le train tout seuls Ouais, mais la le première premier fois. train, franchement, on s'en souvient en général, hein. Et donc en sortant du train, c'est ma mère qui est venue me chercher, et j'avoue que j'étais fier parce que je me suis dit bon, ça va, je me suis pas trop mal débrouillé. J'étais en première avec plein de d'hommes d'affaires très importants qui étaient évidemment avec des missions bien plus importantes que s'occuper d'un enfant certainement. Et donc moi j'étais avec ma fille et j'avoue que voilà, quand je suis sorti avec ma poussette en me disant c'est bon, je l'ai fait, ça va, ça s'est bien passé, voilà. Mais c'est vrai que pour le coup, et sur un dernier détour, je me suis aussi dit mais en fait, il y a des gens qui font ça tous les jours, tout le temps, notamment des femmes, hein, des femmes seules avec leurs enfants. Et moi, c'est vrai que, enfin, nous, ça nous fait tilt sur beaucoup de choses comme ça, de se dire, mais comment, enfin, c'est quand même, ça demande une énergie assez dingue, et il y a un accompagnement de la société qui est quand même beaucoup trop faible par rapport à tout ça, quoi. Donc, bref, j'étais fier, mais reste une petite fierté. Voilà, il faut pas non plus. Il n'y a pas de petite fierté, il y a plein de... Ne demande pas de félicitations, c'est ça que je veux dire, en fait. Merci beaucoup pour ce témoignage qui était super enrichissant et très complet. Je pense qu'il y a plein de gens qui, comme tu l'as dit au début, méconnaissent fortement ce type de parcours. Et donc j'espère que ça ouvrira un peu des portes et ouvrira un peu les yeux. Je remettrai tous les titres d'ouvrages que tu as partagés pour enrichir tout ça. Et voilà, et je te dis à bientôt. Merci beaucoup. Cet épisode est déjà fini. Si il t'a plu, n'hésite pas à mettre 5 étoiles au podcast et à t'abonner, quelle que soit la plateforme d'écoute sur laquelle tu es, puisque plus il y a d'avis, d'étoiles et de personnes abonnées, plus le podcast est visible. Et plus il est visible, plus les parents entendent des histoires qui leur ressemblent. Et plus les parents entendent ces histoires, moins il y aura de tabous sur la parentalité et en particulier sur la maternité. Alors merci de faire voyager ce podcast pour toi, pour moi et pour tous les parents.